on a acheté la première école de mode en Espagne. Donc, une institution qui a déjà 90 ans d'expérience, focusée en mode. Puis, on en a fait aujourd'hui notre porte-étendard LCA en Europe avec plusieurs programmes en design. De transfert de connaissances pour aider ces pays-là. C'est ce qui a vu naître nos écoles. Il n'y avait pas de question de religion. C'est vraiment arrivé comme ça, puisque on parle du Maroc, ensuite de l'Indonésie, de la Turquie et de la Tunisie. Mais on a été très présents en Amérique latine, là, au Mexique et en Colombie. C'était pas une histoire de religion, c'était vraiment une question d'aider ces pays-là à développer à travers le transfert de connaissances, la formation technique et professionnelle. Claude Marchand, tu es président et chef de la direction de LCI Éducation. Les Montréalais connaissent bien le Collège La Salle, fondé il y a 65 ans à Ville-la-Salle, mais peu savent que l'organisation s'est internationalisée depuis 1989 pour devenir LCI Éducation, un réseau d'institutions cumulant 3000 employés partout à travers le monde et 200 millions de revenus annualisés. Claude Marchand, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui. Très grand plaisir, Antoine, d'être avec toi pour le podcast. Et Claude, avant de parler de la belle histoire de LCI qui perdure depuis 65 ans maintenant, est-ce que c'est possible pour toi de nous expliquer en détail ce que fait votre organisation? Je vais quand même essayer de le structurer de manière assez rapide. Donc, LCI Éducation, effectivement, est une organisation québécoise fondée à Ville-la-Salle, au Québec, Canada, déjà depuis 65 ans. Et aujourd'hui, nous opérons des institutions d'enseignement supérieur sur 5 continents au service d'un peu plus de 20 000 apprenants dans des domaines assez variés. Ma foi, tout le monde connaît le Collège La Salle pour ses programmes de mode qui ont fait vraiment notre renommée à travers le monde. Mais aujourd'hui, Collège La Salle Montréal, c'est plus de 65 programmes regroupés dans 5 grandes catégories. Donc, évidemment, tout ce qui est design est encore très présent, notamment au niveau de la mode, mais aussi au niveau du design d'intérieur, de l'architecture, en hôtellerie et tourisme. Nos programmes de gestion et de technologie, notamment au niveau du jeu vidéo, sont très développés. Les programmes en éducation également. Donc, un portfolio assez large de programmes que l'on reprend un peu partout à travers le monde dans nos différentes villes. Et c'est totalement fascinant. D'ailleurs, on va en parler pendant un bon bout de temps aujourd'hui ensemble de l'histoire de LCI. Mais bon, j'aimerais faire un petit retour en arrière, Claude. On avait des discussions, toi et moi, il y a quelques jours de cela. L'organisation fondée il y a 65 ans maintenant. On peut penser que ça a été fondé par ta famille, mais non. Il y avait un autre fondateur derrière ça qui a été le patron de ton père pendant quelques années, je crois bien. Ultimement, il y a eu une transition. Au meilleur de tes souvenirs de ce que tu as pu avoir de ton père, au meilleur de tes connaissances, peux-tu nous ramener sur ce que tu as entendu? Comment a été lancée l'organisation? Comment également cette transition a eu lieu entre le fondateur d'origine et bien entendu ton père? Bien évidemment, c'est une histoire qui est fantastique puisque mon père, en fait, quand je suis né, mon père était déjà directeur des études au Collège La Salle à Montréal. Donc, il a été embauché au début des années 80, puis moi, je suis né en 84. Donc, à l'époque, mon père était dirigeant à HEC Montréal et le fondateur, Monsieur Jean-Paul Morin, on parle d'hypercroissance, avait fondé le Collège La Salle assez tard dans sa carrière, qui fait en sorte que assez rapidement, il en a fait un beau succès. Au début, donc, dès le début des années 80, là, c'est déjà 2000 étudiants ou presque à la Salle Montréal. Et il a choisi mon père pour prendre la relève au niveau de la direction des études. Un peu plus tard, il a cherché à trouver un acquéreur pour le collège, ce qu'il n'a pas réussi à faire. Puis, il a décidé de se tourner vers l'interne, donc un reprenariat, un management buyout de mon père, qui était encore à l'époque très jeune, 30 ans, l'âge à laquelle je suis finalement devenu président en 2014 également. Puis, comme mon père était trop jeune, il lui a recruté un président qui est devenu son associé à mon père jusqu'à son décès subi en 2008. Moment auquel notre famille a eu la chance de finalement reprendre l'ensemble de l'organisation pour lui insuffler une nouvelle énergie, puis lui donner une trajectoire cohérente avec celle du fondateur, donc M. Morin, que je qualifie essentiellement comme mon grand-père, là. J'ai eu la chance de le côtoyer pendant plusieurs années. Il est décédé assez récemment là, dans l'histoire moderne.
Donc, il nous a quand même accompagnés jusqu'à son décès à presque 95 ans, je crois. Et je pense qu'aujourd'hui, ben, on poursuit toujours la vision originale de M. Morin, qui a été évidemment en continuité avec mon père jusqu'en 2008. Puis là, ben, on poursuit ça de notre côté avec la troisième génération. Bon, il y a beaucoup de choses à analyser ensemble ici. J'aimerais peut-être analyser le moment que tu es vraiment entré dans l'organisation. Donc, tu as parlé de 2008. Je pense que c'est le moment vraiment que tu es rentré dans l'entreprise. Le groupe Collège La Salle change de nom, je pense, pour LCI. C'est en 2014, je pense que le changement de nom s'est fait, Claude. Exact. Et toi, tu rentres en 2008. Parle-nous un petit peu de ton rôle à l'époque, parce que toi, tu es devenu président en 2014, mais à un certain point, on ne veut pas te donner les clés de la présidence rapidement. Il faut que tu comprennes un petit peu ce qui se déroule. Il faut que tu sois capable de faire un diagnostic de la situation, j'imagine. Exact. Ben, premier truc, si on parlait de M. Morin, donc, qui a piloté la première ère de croissance de l'organisation, qui a fait de Collège La Salle Montréal une institution reconnue d'intérêt public. Donc, puis ça, c'est vraiment la première étape. Dans la deuxième étape, l'associé de mon père ainsi que mon père ont poussé l'internationalisation très rapidement, donc dès 1989. Puis jusqu'en 2008, ils ont copiloté ensemble la destinée de cette belle organisation jusqu'au décès subi justement de l'associé de mon père en 2008. Puis à ce moment-là, c'est les membres de la famille de son associé qui étaient principalement dans l'équipe de gestion. Et mon père s'est retourné vers ses trois fils, moi et mes deux frères, et nous a dit, bon ben, c'est probablement l'heure de céder le flambeau à la famille en question. Puis les trois gars, donc moi je suis l'aîné, j'étais encore très jeune, 24 ans, et avec mes deux frères, on s'est regardés, puis on a dit à mon père, ben, on est désolé, mais nous, on n'a aucune intention de céder cette organisation-là. Moi, c'était mon job de rêve depuis que j'étais tout jeune. Donc, j'avais deux choix, là, pilote d'avion ou directeur général du Collège La Salle. Mais c'était vrai. Donc, en fait, on a un peu demandé à mon père de poursuivre cette œuvre-là. Puis mon père, sa réponse a été assez simple. Il a dit, ben, si vous voulez qu'on la garde, je vais avoir besoin de renforts pour la gérer. C'est ce qui fait qu'à l'époque, moi, j'étais chez Transcontinental au journal Les Affaires, plus précisément lesaffaires.com. Puis en quelques semaines, je me suis retrouvé à transférer chez ce qui, à l'époque, était Groupe Collège La Salle. Donc là, on est en août 2008. Puis on a établi rapidement, ben, on avait besoin d'un plan de match, là, parce que là, on venait de perdre trois vice-présidents, notre président. Ça nécessitait quand même de mobiliser tous nos efforts et se poser la question, maintenant qu'on garde cette organisation-là, qu'est-ce qu'on fait avec? Ce qui a mené vers notre plan de développement 2009-2014. Et notre plan 2009-2014, à l'époque, avait comme hypothèse un grand objectif. Puis juste avant toute chose, Claude, ici, pour que les gens soient capables de bien visualiser le tout, là, on parle d'une très grosse entreprise en 2008-2009. Tu me disais en 2014, vous étiez à quasiment 100 millions de chiffre d'affaires. Donc en 2008-2009, on ne devait pas être tellement loin de ça non plus, là. Exact, c'est déjà une belle organisation à succès et surtout déjà déployée mondialement. Et ce qui était spécial, c'est qu'il y avait deux hommes forts, là, mon père et son associé. Et leur modus operandi, c'est que chacun était responsable de la moitié du réseau mondial. Donc, essentiellement, quand son associé est décédé, mon père n'avait jamais visité la moitié de nos campus. Ça arrive justement au plan 2009-2014 qu'on s'est dit, bon, ben là, il va falloir vraiment mettre ce réseau-là ensemble et que les directeurs de campus aux quatre coins du monde d'abord se connaissent. C'est quand même, en 2009, on est au premier balbutiement de la vidéoconférence, on est au premier balbutiement des intranets sociaux. Le système Active Directory n'a pas été réfléchi pour supporter une entreprise globale non plus. Donc, le plan 2009-2014, c'était vraiment d'emmener toutes ces institutions un peu séparées à leur naissance respective et de les fédérer comme réseau. Puis je pense qu'on a un peu ça dans la famille. On aime jaser, on aime parler, mais on aime livrer d'abord et ensuite signer. Puis on a travaillé très fort, je pense que toutes les équipes aux quatre coins du monde, à mettre en place des actions tangibles pour rallier ces institutions-là. Puis en 2014, d'abord, on avait des universités un peu aux quatre coins du monde qui ne s'identifiaient plus à groupe collège, la salle. Donc, le mot collège était devenu un peu un problème dans notre marque. Ensemble, on avait réussi à rallier ces institutions-là. Donc, groupe, on trouvait ça trop corporatif. Réseau signait davantage ce que l'on était devenu. Puis après ça, donc, on a décidé finalement d'utiliser l'acronyme là, LCI, donc qui venait puiser comme dans nos origines, La Salle College International. Éducation, pour préciser ce qu'on fait de mieux, c'est la seule activité, donc c'est notre core business. Donc, réseau LCI Éducation. Et là, bon, toi, tu es là en 2008, en 2009.
il y a un petit peu ce chaos opérationnel qui doit devenir quelque chose de davantage structuré. Il y a ton père d'un côté qui a orchestré une belle partie de la croissance. Malheureusement, il y a eu le décès de l'autre associé qui orchestrait 50 de l'autre partie de la croissance. Claude, c'est quoi son mandat à ce moment-là? Est-ce que c'est d'aller visiter toutes les institutions un petit peu partout dans le monde et essayer de créer un effet de cohésion à tout ça? J'ai été engagé initialement vraiment à cause de mon expertise en marketing digital. Donc, déjà un peu plus jeune, j'avais démarré une première entreprise, ensuite une deuxième. J'avais été engagé par Québecor, puis ensuite par Transcontinental à cause de mon bagage. Donc, mon mandat numéro un, vraiment offert par mon père, a été, ben, Claude, viens gérer notre marketing digital chez Groupe Collège La Salle pour essayer de générer de la croissance à partir de ça. Donc, ça a été le mandat initial. Ensuite, notre directrice du e-learning est tombée en congé de maternité. Puis, ben là, Claude, t'es bon en marketing digital. Peut-être que tu pourrais prendre la division de la formation en ligne. Donc, j'ai aussi pris ce mandat-là. Ensuite, ben, on sait aujourd'hui, le marketing digital est devenu une portion importante du marketing tout court. Donc, j'ai pris sous mon aile l'ensemble du marketing suite au départ à la retraite de notre directeur marketing de l'époque. Ensuite, ben, tu es rendu au marketing, tu chiales toujours sur les ventes, le commercial, ce qu'on appelle les admissions dans une institution d'enseignement. Donc, je me suis retrouvé à piloter Sales and Marketing, si tu veux. Et à chaque fois, par contre, là, je dois le dire, Antoine, mon objectif était toujours le même, c'est-à-dire, j'avais quand même une bonne idée que j'avais la responsabilité d'une boîte familiale et que peut-être qu'un jour, je pourrais prétendre aux responsabilités ultimes. Donc, c'est important pour moi de sauter dans les nouvelles responsabilités, bien les intégrer, développer l'équipe et ensuite trouver un ou une leader pour poursuivre les activités de ce groupe-là. Donc, j'ai pas seulement engraissé à prendre toutes les responsabilités puis les accumuler. À chaque fois, c'était vraiment intégrer, digérer et passer le relais à un ou une leader au sein de notre organisation qui pouvait poursuivre cela. Donc, c'était très intentionnel. Tu savais exactement où tout ça allait te mener, là. Ben, j'espérais, du moins, je savais pas ce que ça allait donner, mais c'était intentionnel, certainement. Puis ensuite, je me suis retrouvé avec la vice-présidence du développement international. Donc là, je suis vraiment parti avec mon baluchon pour aller à la rencontre de toutes nos écoles à travers le monde, débutant par celle que mon père avait... Ben, finalement, mon père avait fait le tour là, suite au décès. Il y en a tellement. Il y en a dans 10 pays, au fin fond, là, en Indonésie. Donne-nous un peu un contexte à ce moment-là. À quoi ressemble l'entièreté du réseau? Combien que d'écoles, combien de pays? Parce que là, j'ai vu dans mes recherches qu'il y avait Bogota, vous étiez également au Maroc, donc on parle de Colombie, Maroc à ce moment-là, Barcelone, Indonésie, Melbourne, donc il y a beaucoup de pays, là. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pays. Surtout, c'est loin, ça prend du temps à se rendre. Là, se rendre à Jakarta dans ces années-là, c'est pas à la porte. Et puis là, ben, je suis tombé en amour, évidemment, avec les équipes locales. Évidemment, le facteur humain faisant que comme on a remis beaucoup d'énergie avec eux, on s'est mis à générer de la croissance aussi dans chacune de ces écoles-là. On s'est mis à avoir, ma foi, pas mal de plaisir. C'est là vraiment qu'on a continué à développer l'organisation. Et puis finalement, en 2014, mon père m'a laissé la présidence. Puis j'ai le privilège de faire ça depuis bientôt 10 ans. Donc toi, tu arrives, tu prends la présidence, comme tu l'as mentionné en 2014, et s'ensuit une série d'acquisitions colossales, parce que soyons honnêtes, cette expansion géographique, on doit avoir une stratégie qui est claire ici. Et votre stratégie, elle a été la même, je pense, depuis le début. On met la main sur des écoles, entre parenthèses, existantes, et on amène par la suite un petit peu notre culture pour s'assurer que tout soit capable de suivre une ligne directrice. C'est plus d'une dizaine d'acquisitions, je pense, que tu as fait depuis 2014. Ramène-nous un petit peu à cette analyse de la situation. Je sais que tu aimes beaucoup la croissance, donc toi, très rapidement, tu entoures les prochains pays, tu entoures les prochaines villes et tu passes à l'attaque? D'abord, j'avais beaucoup de chance de joindre une organisation qui était déjà internationalisée, donc j'oserais dire que le plus dur avait déjà été fait, puis que mon père et son associé avaient eu une chance et bon, il y avait des pour et des contre. La première chance, c'est que dans les années 90, dans tous les pays émergents, il y avait un réel besoin d'institutions techniques et pratiques. Donc, faut comprendre là qu'en Chine, dans les années 90,
Ça n'existe pas des programmes universitaires en mode ou en design d'intérieur dans les filières dans lesquelles nous excellons. Donc, ensemble, ils ont littéralement démarré le premier programme universitaire en mode en Chine. Ils ont démarré les premiers programmes universitaires au Maroc. Ils ont même démarré le premier programme universitaire en mode à Montréal. Donc, tout était à faire dans les années 90. Maintenant, fast forward, pardonne-moi l'expression, on arrive dans les années 2010. Là, le contexte a un petit peu changé. En 2010, on démarre plus une école ou une institution d'enseignement supérieur comme ça, en louant une villa à Rabat, comme ils l'ont fait en 89, en tassant les lits, remplaçant les lits par des machines à coudre. Premièrement, on fait plus ça parce que les attentes dans chacun des marchés, même dans les pays émergents, ont changé. Et deuxièmement, notre organisation n'est aussi plus au même niveau. Donc, la promesse de marque de l'organisation LCI ou La Salle à l'époque, les attentes sont bien plus grandes. Et si à l'époque, on pouvait avoir un collège La Salle à Montréal avec 2000 étudiants, et une villa au Maroc avec 15 étudiants. Aujourd'hui, avec l'Internet, il y a une très grande transparence. Donc, on doit finalement livrer notre promesse de marque de la même manière sur les 5 continents. Et ça, ça montait la barre, puis ça changeait la donne sur le niveau d'investissement requis pour chaque nouvel établissement. Donc, moi, en 2010, je regarde ça et premièrement, à l'exception de Montréal, on est déployé seulement dans des pays émergents. Et ça, les gens nous jugent là-dessus. On est déployé principalement dans des pays musulmans. Et ça, les gens nous demandent c'est quoi notre stratégie. Et là, encore une fois, stratégie assez intentionnelle. Comment pouvons-nous être reconnus mondialement comme des leaders en design si on n'a même pas un pied en Europe? Et donc là, rapidement, Barcelone s'est imposé. On a fait Un bon choix de ville, ça. Ouais, c'est extraordinaire. Et ça, ça a été une des premières acquisitions. On a acheté la première école de mode en Espagne. Donc, une institution qui avait déjà 90 ans d'expérience, focusée en mode. Puis, on en a fait aujourd'hui ce qui est LCI Barcelona, notre porte-étendard LCI en Europe avec plusieurs programmes en design. Et ensuite, on a continué comme ça, de consolider nos régions existantes. Donc, on était déjà très présents grâce à mon père et son associé, notamment en Colombie et au Mexique. Et on a consolidé notre présence en allant se faire acquéreur de la première université privée en architecture en Amérique centrale au Costa Rica. On a remis ça pour aller consolider l'Asie-Pacifique, où on était déjà très présent en Indonésie, avec une belle acquisition ciblée à Melbourne. Donc aujourd'hui, on a LCI Melbourne qui est là aussi. Acheter notre plus gros compétiteur à Vancouver. On était quand même présent depuis presque une vingtaine d'années, depuis 98. 30 ans même bientôt. C'est des acquisitions très intentionnelles, toujours des institutions d'enseignement supérieur privées, fondées par des familles passionnées, des fondateurs qui devaient aller à la retraite et qui n'avaient aucune intention vraiment de céder un fonds d'investissement. Et à notre rencontre, ils nous disaient vraiment c'est à vous qu'on veut confier notre bébé parce que ils ont vu ce qu'on a fait avec l'institution qui avait été fondée par M. Morin. Puis ensuite, la roue s'est un peu accélérée. Là, on a créé un momentum. La famille qui nous a cédé à Barcelone est toujours très amie avec nous. Costa Rica, même chose. En Australie, même chose. Donc, dans le fond, je suis devenu un peu le spécialiste de reprendre des universités privées familiales à travers le monde et les intégrer au grand réseau LC Éducation. J'aimerais prendre un peu de temps parce que beaucoup de choses que tu as dit là-dedans qui sont des choses qui sont totalement fascinantes. Première question pour toi. Quel est le raisonnement stratégique au départ d'attaquer des marchés émergents ou même des marchés musulmans, comme tu le dis? Qu'est-ce qui était vu comme une opportunité à l'époque comparativement à peut-être d'autres pays qui, eux, étaient un petit peu plus avancés dans leur développement? Le premier développement international, c'est vraiment fait, premièrement, je dirais même par peur de la faillite. Il y avait une grande dénatalité au Québec, un grand choc démographique dans les années 80. Et le Collège La Salle Montréal, donc, voyait de moins en moins de jeunes secondaires venir au collégial. Et c'est là où le comité de direction en est venu à la conclusion qu'il devait se tourner vers les étudiants internationaux pour s'assurer de maintenir le niveau de clientèle requis. Donc, c'est très d'actualité encore aujourd'hui, de l'attraction d'étudiants internationaux. Mais dès les années 80, donc dans ce premier choc démographique-là, ils ont mandaté mon père à faire une première mission de recrutement au Maroc, donc pour aller recruter des jeunes Marocaines et Marocains francophones pour venir étudier au Collège La Salle, Montréal. On revient en 89, donc à ce moment-là, ça a un certain succès, mais ils rencontrent le propriétaire d'une école de mode au Maroc qui disent « Jacques,
marchand, mon père, c'est beau essayer d'emmener des Marocains puis des Marocaines à Montréal, mais ça coûte très cher. Donc, pourquoi est-ce qu'on co-développe pas ensemble une école? Donc, les 5-6 étudiants qui voudront partir sur Montréal, ainsi soit-il, tant mieux, vous les amènerez avec vous. Mais pour les 5-6 qui voudront aller à Montréal, bien, il y en aurait peut-être une centaine qui seraient intéressés à étudier sur vos campus de Rabat et Casa. Donc, ça a vraiment été opportuniste suite à la rencontre de ce partenaire marocain-là. Puis ensuite, s'en est suivi différentes autres opportunités. Le gouvernement canadien, à travers l'Agence canadienne de développement international, était approché par différents pays, donc la Colombie, l'Indonésie, la Chine, pour développer sa capacité en termes de formation technique et professionnelle. Puis à ce moment-là, l'Agence canadienne a mis sur pied un programme d'aide. Donc, il appuyait les institutions d'enseignement. Ce qu'il faisait, puis là, j'ai pas les détails, puis ça remonte un peu, là, vous m'en tiendrez pas rigueur, mais grosso modo, il payait la différence au niveau du salaire des enseignants. Donc, exemple, on envoyait des enseignants en Colombie. Le gouvernement canadien subventionnait leur salaire pendant à peu près 2 ans pour permettre ce transfert de connaissances-là aux enseignants colombiens, par exemple. Donc, c'était vraiment un programme, je pense pas qu'on peut qualifier ça d'aide humanitaire, là, mais de transfert de connaissances pour aider ces pays-là. Et c'est ce qui a vu naître nos écoles. Donc, il n'y avait pas de question de religion. C'est vraiment arrivé comme ça, puisque on parle du Maroc, ensuite de l'Indonésie, de la Turquie et de la Tunisie. Mais on a été très présents en Amérique latine, là, au Mexique et en Colombie. C'était pas une histoire de religion, c'était vraiment une question d'aider ces pays-là. C'était une histoire d'aider ces pays-là à développer à travers le transfert de connaissances, la formation technique et professionnelle. Donc, tu avais également une dynamique économique favorable avec les différentes subventions, aides de l'État, clairement, qui a pu aider à tout ça. Mon deuxième point que j'aimerais regarder avec toi, c'est le financement. Vous avez fait des dizaines et des dizaines d'acquisitions et tu me disais il y a quelques jours de cela que vous maintenez, au moment où on se parle, l'entièreté de l'équité de l'organisation. Il y a simplement une équité qui est offerte aux différents employés via un système de rachat d'actions, mais pour le reste, vous contrôlez votre équité. Donc, chacune de ces acquisitions-là ont été faites via des leviers bancaires, des dettes essentiellement. Peut-être tu pourrais me parler un petit peu de la stratégie derrière ça et la raison pourquoi je te pose la question. Très souvent, quand des entreprises veulent aller développer, faire des acquisitions à l'international, on veut garder les opérateurs sur place. On veut peut-être leur donner la possibilité de garder une part de l'entité pour qu'ils sentent que c'est leur organisation et pendant ce temps-là, on essaie de continuer à faire grandir la tarte. Vous l'avez fait de manière différente. Je serais curieux de comprendre un petit peu la réflexion stratégique ici. Je suis allé lire les définitions d'entrepreneuriat social, là, puis je pense qu'on se qualifie pas entièrement, mais presque. L'enseignement supérieur puis l'éducation, c'est vraiment souvent une histoire de passion. Et ça, ben, on est dans la continuité depuis le fondateur en 1959. Donc, Monsieur Morin lui-même a toujours tout réinvesti dans la croissance de son organisation et n'a jamais cherché à s'enrichir vraiment de manière personnelle avec ça. Son plus grand plaisir puis son plus grand bonheur, tu sais, il rentrait à l'école, au bureau, essentiellement 7 jours semaine. Puis il faut comprendre que c'est un plaisir fou encore même que je partage aujourd'hui. Là, faire équipe avec 3000 humains aux 4 coins de la planète, t'as pas le temps de t'ennuyer. Constamment en train de découvrir, constamment à l'aventure, constamment en train de voyager. Il y a un côté parfois glamour parce qu'on est dans le domaine de la mode. Donc, le mandat de présider une organisation comme celle-ci, puis même d'y collaborer à différents niveaux, remplit pleinement la vie de ceux qui trouvent un grand bonheur. Ce qui fait que d'un point de vue économique, tout ce qui a été généré a été réinvesti. Donc, en gros, il y avait des liquidités que vous pouviez utiliser pour avoir le moyen de vos ambitions. On est privé. Je pense que ça a toujours été géré de manière très saine. Et les 3 générations ont toujours eu le même focus. D'abord, de réinvestir tout ce qui était généré. Et chaque génération qui a passé le relais était d'abord obsédée par la continuité de l'organisation plutôt que de cacher. Donc, le fondateur, mon père, moi, avait pas un sou, un rond à l'époque quand le fondateur lui a cédé l'organisation. Il n'y a pas eu d'exigence que mon père et son associé s'endettent pour racheter le fondateur. Là, ils lui ont payé une retraite confortable, convenable, mais c'est ça. Puis la 2e génération, ensuite, mon père et son associé ont fait la même chose. Mon père nous a transmis donc le contrôle de l'organisation il y a 3 ans. Il nous l'a cédé à nouveau. Il a une retraite également très confortable, mais il ne nous a pas vendu l'organisation. Il nous a jamais demandé ou il nous a jamais fait miroiter
qu'on allait mettre en vente l'organisation et qu'il fallait matcher ça. Donc, ça, ce qui nous a permis de constamment réinvestir l'ensemble des surplus développés par l'organisation dans son futur et appuyé par les bons partenaires financiers. On est chanceux, là. Premièrement, on a des bonnes banques canadiennes qui nous appuient. Ensuite, plus tard, est venu EDC, le gouvernement du Canada, qui nous appuie dans ce que les banques canadiennes ne peuvent pas faire. Tu sais, on a construit un super campus flambant neuf à Bogota. Et ça, pour des banques canadiennes, c'est compliqué. Mais EDC a répondu présent. Puis même chose en Australie. Là, on a un très, très beau campus aussi. Jamais de cadeau du gouvernement canadien. Là, toujours des beaux prêts taux marché via EDC. Mais ça nous aide. Puis plus récemment, en 2020, ben c'est la CDPQ qui s'est joint à nous, un partenaire qui nous accompagne justement dans nos ambitions pour partager leurs mots, qui nous ouvre des portes à l'international et qui nous ajoute un peu de crédibilité. Quand on va cogner, puis les gens disent « C'est quoi ça, LCI Éducation? » Ben la Caisse est là pour nous supporter un peu. Donc, très chanceux d'être bien supportés par ces partenaires financiers-là qui nous ont permis de ne pas avoir à ouvrir l'équité, sauf à une quinzaine de collègues là, qui travaillent d'arrache-pied pour continuer à garantir cette croissance-là aux quatre coins du monde. Plusieurs points qui sont très intéressants également ici. Première chose, au nombre d'acquisitions internationales que vous avez faites, tu as dû avoir des leçons. Ça n'a pas dû toujours être parfait, tout ça. Qu'est-ce que tu pourrais peut-être partager à notre audience aujourd'hui selon des apprentissages, des leçons qu'on pourrait garder en tête, peu importe notre catégorie d'entreprise, mais si on a envie de croître à l'international et de le faire via une stratégie d'acquisition, il y a dû avoir des leçons derrière tout ça. Absolument. Ben, tu l'as mentionné tantôt, Antoine, important que ce soit réalisé de manière très intentionnelle, là, avec un plan, parce que des opportunités d'acquisition, il y en a à l'infini. Donc, si vous vous fiez au premier courriel ou à la première discussion qui arrive à vous et que vous n'avez pas pris le temps vraiment de dresser la liste de toutes les opportunités possibles, ben c'est comme n'importe quoi dans la vie. Vous n'êtes peut-être pas sur le bon cheval de bataille. Donc, nous, vraiment, très rapidement, je m'étais entouré d'experts. Puis, on avait mappé, là, on avait vraiment fait la liste de toutes les cibles possibles à travers le monde avec nos différents critères. Puis, on se tient encore à cette liste-là, évidemment, qui a évolué dans les 12 dernières années, là, mais c'est encore notre radar d'acquisition. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, nos succès ont vraiment été, dans notre cas à nous, dans notre modèle d'affaires, lorsqu'il y a eu une continuité au niveau soit un partenariat avec les fondateurs ou leur relève, ou du moins avec l'équipe de gestion locale. On a fait les deux. Il y a des fois où on a acheté, puis le lendemain, le conseil d'administration et la gestion cédait sa place. Nous, dans un contexte international, on ne peut pas prétendre être des experts de tous les marchés. Et là où ça fonctionne très bien, là, à Barcelone, par exemple, on est encore associé avec la directrice générale qui était là il y a 12 ans. Puis on a toujours un plaisir fou à collaborer ensemble. C'est tout aussi vrai du côté du Costa Rica, puis je pourrais en nommer plusieurs. Les cas où les humains sont partis, écoute, je pense que dans tous ces cas-là, on a presque fait des write-offs. Là, fait que ça donne une idée. Ensuite, moi, je suis très inspiré par CGI puis son modèle d'intégration. On a aussi essayé les deux, intégration rapide ou le laisser aller puis la patience. Après 12 ans, faites ce que CGI fait, clairement, ça fonctionne. Nous, dans les cas où on est allé pour une vraie intégration, aujourd'hui, ça a porté ses fruits. Les Québécois, on vient avec on n'est pas des conquérants naturels. On essaie d'arriver avec une belle humilité. On pense que le consensus, tracer une ligne, là, soyez de fiers Québécois. Vous êtes acquéreurs. Puis encore là, ça se prend avec un grain de sel. Là. Tous les cas ne sont pas analogues. Mais dans notre cas à nous, les intégrations qui ont été réalisées dans un plus court cycle ont été préférables. Intéressant, c'est des très bons apprentissages pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui. Bon, un autre point que j'aimerais aborder avec toi, l'hypercroissance. Un entrepreneur a toujours envie de croître. Ça fait partie, j'ai l'impression, un petit peu des qualités d'un bon entrepreneur. Des fois, les gens qui sont dans l'équipe veulent croître aussi, mais ils n'ont pas nécessairement les mêmes, pardonnez-moi l'anglicisme, incentives que peut avoir l'entrepreneur, que peut avoir l'entreprise de croître aussi rapidement. Donc, une croissance, des fois, ça peut être fatigant, ça peut être stressant, ça peut être difficile. Et tu me disais, vous avez fait une croissance rapide, mais là, on doit réanalyser un petit peu où est-ce qu'on s'en va avant de passer à une autre phase de croissance. Je serais curieux si tu pouvais nous expliquer tout ça pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, de dire que oui, l'hypercroissance, c'est important, mais attention, il y a des choses
à garder en tête. Je pense que tous les entrepreneurs sont animés du désir de croissance. On a eu beaucoup, 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 beaucoup de plaisir à le faire pendant une dizaine d'années. C'est vraiment la COVID, nous, qui a mis les freins de manière brusque, puisque lorsque le gouvernement canadien a décidé de fermer les frontières, premièrement, ça a eu un impact important sur nos opérations canadiennes. On parle d'une centaine d'employés qui ont dû être mis à pied à ce moment-là, une chute importante du chiffre d'affaires. Puis à ce moment-là, ben, you're on your own. Hein? Donc ça, ce moment-là a mis les freins à ce cycle d'hypercroissance-là, qui n'était pas le premier, qui était dans le fond le troisième cycle d'hypercroissance dans la vie de LCI. Ça, c'est une première chose. Donc, j'ai pas décidé de mettre les freins. La vie a décidé de nous mettre les freins. Ce qui m'a donné beaucoup de temps à réfléchir au prochain cycle d'hypercroissance. Et quoi de mieux avant de réfléchir au prochain cycle que d'analyser un peu la performance de la dernière saison? Ça tombait bien, là. Ça coïncidait aussi avec la fin de ma trentaine, puis le début prochainement de ma quarantaine. Donc, il y a un aspect de vie aussi, hein? Une grande fille de 9 ans, un fils de 13 ans. Donc, j'ai vécu mon hypercroissance avec la naissance aussi, puis le premier cycle de vie de nos enfants. Et un conseil que j'avais à donner, c'est que l'hypercroissance, souvent, est voulue par l'entrepreneur et supportée et même l'équipe de gestion renchérit. Hein. On se met dans une salle de conférence pendant 3 jours où on va faire un lac à l'épaule ou une retraite. Puis toute l'équipe de gestion, là, oui, on va doubler en 3 ans ou on va doubler en 5 ans. Puis tout le monde chante la même chanson, parfois après quelques verres de vin le samedi soir à la retraite. Mais mon point, c'est be careful what you wish for parce que de générer cette croissance-là vient avec des réalités et souvent l'entrepreneur et les membres de l'exécutif ainsi que les employés ne sont pas tout à fait alignés sur qu'est-ce que ça veut dire générer ça. Donc, nous, on a décidé ça, on s'est dit, OK, on va doubler en 3 ans, on va doubler en 5 ans. Et là, on est parti dans les acquisitions. Et là, oups! Les voyages en Australie, quand on a fait l'acquisition là-bas, là, les voyages à répétition, et pas juste ceux que tu planifies, ceux qui te sont imposés aussi, parce que là, il y a une crise ou il y a un gestionnaire qui vient démissionner, puis là, on doit à pied levé partir. C'est arrivé, là, je cognais sur la porte de mes collègues. OK, je m'en vais à l'aéroport, on va aller régler le problème à Vancouver ou à Melbourne. Donc, l'hypercroissance vient avec, évidemment, ce que l'on sait, mais toutes les surprises aussi along the road. Puis, moi, je dirais qu'il y a le 2 tiers de l'équipe de gestion qui était là. Exemple, quand j'ai fait le plan de développement 2015-2018, là, le 2 tiers de l'équipe exécutive n'était plus là en 2018 parce que c'était complètement fou. On était plongé dans le chaos le plus total à cause du rythme effréné puisque ça avait emmené. Puis, il y avait plusieurs personnes là qui étaient des experts incroyables puis de très bons gestionnaires. Ils n'avaient pas prévu à quel point la fusée, en fait, la force G là, qui allait leur être imposée physiquement, allait être impressionnante lorsque ça allait décoller. Mais l'histoire est belle parce qu'aujourd'hui, ensuite, ben, c'est un cycle. Là, quand tu continues ton recrutement, tu n'es plus avisé, puis tu expliques aux gens un peu d'avance la force G qui est appliquée. Puis là, ben, il y a des gens qui ont déjà fait ça, qui se joignent à toi. Puis c'est seulement une belle histoire qui se continue. Donc, en gros, et c'est Philippe-Antoine Defoy qui nous avait dit ça sur le podcast, qui est en charge des succursales Popeye au Québec. L'hypercroissance est un chaos désordonné qui finit par s'ordonner. C'est un peu ça? Ça finit par s'ordonner, oui, parce que d'un truc à l'autre, d'abord, l'équipe apprend, l'équipe se développe. Je pense que l'entrepreneur gagne en maturité, peut-être aussi. Finalement, aujourd'hui, quand on regarde la pause que la COVID nous a imposée, avec beaucoup de respect pour tous les drames que cette situation-là a amené d'un point de vue affaires, de nous imposer ce moment de consolidation-là a été à plusieurs égards bénéfique. Puis Antoine, quand on s'est parlé pour la préparation, c'est ce que je te disais, je pense que l'hypercroissance ne peut pas se faire en continu sur 30 ans. Je pense que les entrepreneurs et toutes les organisations doivent évidemment avoir ces phases d'hypercroissance-là, suivies de moments de consolidation pour ensuite se remettre en action. Et là, nous, ben, notre plan stratégique 21-20-24, on avait une diapo
seulement avec le grand mot acquisition, puis avec un signe ne pas, là, don't. Donc, le plan 21-24 était signé sur on vous promet qu'on ne fera pas d'acquisition. Puis je ne sais pas si j'ai déjà eu une ovation debout, mais si j'en ai eu une, c'est quand j'ai présenté cette diapo. Ça a permis aux équipes de respirer. Ça nous a permis de restructurer le chaos total dans lequel on s'était plongé. Ça a vraiment fait du bien à nos équipes. Et là, on se prépare évidemment pour notre prochain plan 2025-2028 qui va nécessairement renouer avec les acquisitions puis l'hypercroissance. Mais notre équipe va le faire de manière différente, avec un beau niveau de maturité, des meilleurs outils, avec la fin renouvelée, je te dirais, Antoine. Donc, ça nous amène au point de te poser la question, ce fameux plan, est-ce que tu es capable de nous donner certains détails? Où est-ce que vous voulez vous en aller? Est-ce qu'il y a des cibles géographiques d'acquisition déjà que vous avez en tête? Je serais curieux de t'entendre ici. Je peux pas tout de suite te parler de mon plan 2025-2028, juste en précisant finalement ce qu'on va livrer en 2024. Donc, notre plan 21-2024 culminait avec 3 grands chantiers qui devaient être livrés. Donc, au centre-ville de Barcelone ainsi qu'au centre-ville de Vancouver, on a 2 nouveaux campus de 9000 mètres carrés fabuleux à la fine pointe de technologie qui vont être inaugurés. Et en janvier 2024 aussi, on va lancer notre nouvelle plateforme digitale unifiée. Donc aujourd'hui, les apprenants sont habitués à aller sur le site de Collège La Salle Montréal, aller sur le site de LCI Melbourne. À partir de janvier 2024, ils vont se retrouver sur une plateforme lceducation.com, leur présentant l'ensemble de notre offre éducative. Donc, la nouvelle génération aujourd'hui est habituée à aller sur un Spotify, sur un YouTube. Donc, je pense qu'on va lancer en janvier 2024 l'aboutissement de notre stratégie d'être vraiment une plateforme mondiale. Et on le signe avec notre nouveau motto là, qui a été annoncé en anglais, The World is Your Classroom, et en français, Faites du monde votre salle de classe. Ça vient d'être annoncé dans les dernières semaines. Puis en janvier, donc, on livre cette nouvelle expérience numérique-là. Tu m'as entendu dire Barcelone, Vancouver, c'est 2 pays développés, c'est 2 belles grandes villes. 2025, 2028, on le voit vraiment vers un retour de LCI en investissement dans nos pays émergents. Donc, 2025, 2028 va vraiment être consolider notre position sur un marché clé où on gagne présentement, mais on veut encore prendre davantage, on veut consolider notre position en Afrique. Ensuite, en Asie-Pacifique, notamment à travers l'Indonésie, on a vraiment des beaux projets dans ce coin-là. Et dans notre zone Amérique latine, dans nos 3 piliers, là, tant au niveau du Mexique, où on veut faire beaucoup plus, et qui est un partenaire naturel pour le Canada, au Costa Rica et en Colombie. Donc, 2025, 2028, je ne sais pas, notre plan de développement là, va être supporté par un plan d'investissement entre 100 et 250 millions de dollars selon nos ententes avec nos partenaires financiers. Mais on remet le cap sur nos pays émergents, l'Afrique à travers notre plaque tournante à Casablanca, l'Asie-Pacifique avec notre plaque tournante à Jakarta et l'Amérique latine. Claude, j'aimerais passer sur des petites questions personnelles. C'est totalement fascinant l'histoire d'Elsie et j'imagine qu'il doit y avoir d'autres choses assez intéressantes, davantage sur toi au niveau personnel. J'aime bien savoir ce que mes invités lisent. Est-ce qu'il y a certains livres d'affaires qui t'ont aidé dans ta compréhension de l'entrepreneuriat, qui t'ont aidé à prendre des meilleures décisions? Je te l'ai dit un peu plus tôt, là, je me suis ramassé comme directeur produit lesaffaires.com parce que je suis vraiment un passionné d'entrepreneuriat à la base. Donc, je lis beaucoup trop de livres d'affaires, entrepreneuriat et compagnie. J'essaie toujours d'avoir mes livres de fiction, mais pour une raison obscure, j'y arrive pas. Le livre qui me suit partout présentement est une recommandation d'une de nos administratrices qui est Governance Reimagined de David Koenig. Puis le prochain sur ma liste, c'est The Right Kind of Run de Amy Edmondson, qu'on a eu la chance de recevoir ce week-end comme conférencière lors de la retraite stratégique du QG100. Donc, je siège sur le conseil d'administration du regroupement des top 100 exportateurs. Puis Amy explore à travers ses recherches, dans le fond, les différents types d'erreurs et nous encourage à en faire, finalement, des erreurs intelligentes devraient être encouragées, ce qui en anglais revient davantage à failure que mistake. Failure étant vraiment source de données et de insight pour continuer à nous développer. Ta question était tout à fait vraie. Tu sais, Antoine, tu disais, Claude, tu as fait 10 acquisitions. Comment tu as appris?
Pour moi, mistake serait erreur, failure est comme, appelons ça les erreurs intelligentes. Donc ça, c'est sur mon radar. Podcast? Mon préféré, c'est notre podcast Inspira du Collège La Salle avec mon grand ami puis notre ambassadeur Stéphane Leduc. Je ne sais pas si on pourra mettre le lien, mais Stéphane rencontre nos alumni du Collège La Salle puis d'autres influenceurs dans nos différents domaines d'études. Sinon, d'un point de vue plus personnel, déjà, quand je reçois ma revue HBR chaque mois, tout s'arrête dans l'édifice, puis mon collègue m'emmène ma revue comme ça. Ils savent que c'est une priorité nationale. Donc, pour les gens qui nous écoutent, on parle de Harvard Business Harvard Review. Business Review, et ils ont leur podcast IdeaCast, HBR IdeaCast, que j'aime beaucoup. Sinon, un grand classique, je pense, Marketplace. Puis pour mon petit côté un peu nerd québécois, aujourd'hui, l'histoire de Radio-Canada nous fait découvrir des trucs bien intéressants. Fantastique. Et routine? À quoi ressemble ta routine avant, pendant et après le travail? J'ai essentiellement une routine avant le travail parce que quand j'arrive au travail, après ça, je suis complètement porté par ce qui se passe au boulot. Mais vraiment, mon premier réflexe en me réveillant, je suis obsédé comme président de multinationale là, à savoir si tout le monde est OK. Parce que tellement de choses arrivent pendant que je dors. Ça peut être opérationnel, mais des fois, ça m'est arrivé de me réveiller le matin, puis il y avait une inondation en Indonésie ou plus récemment, on a vécu une situation au Maroc aussi. Donc, le premier réflexe immanquable, c'est de regarder mon téléphone pour m'assurer que toute la gang va bien tant au niveau de nos apprenants que de nos collègues. Et ensuite, je prends une petite douche froide, puis je me lance au gym 5 jours semaine. Puis c'est mon plus grand investissement personnel d'aller retrouver mon entraîneur chaque matin. Oui, chose qu'on partage aussi sur l'équipe exécutive. Pas mal toute mon équipe exécutive se rend au gym au moment qui leur convient. Puis on est à peu près tous au même gym aussi, pas très loin du bureau. Puis ensuite, ben, je me lance sur mon café, puis après ça, faire un tour du bureau, peu importe sur lequel des 23 sites je me trouve. Et cette routine-là, ce qui était plus difficile, Antoine, avec la pandémie, je m'impose cette routine-là maintenant, peu importe où je me retrouve. Donc, je suis très intentionnel, justement, que dans le choix des hôtels, avoir le gym qui est là, avoir l'entraîneur privé aussi, parce que sur la rigueur, là, pas terrible, si j'ai pas d'entraîneur, je me rends pas au gym. Donc, j'arrive à casa, j'ai le trainer qui m'attend, qui me fouette un peu pendant 1 heure, puis de garder ça malgré les fuseaux horaires. C'est vraiment ce qui me permet de générer l'énergie et surtout de ramener mon niveau de stress à peu près à zéro. Comme ça, je suis désamorcé avant d'arriver au bureau. Je te dis pas que le niveau de stress ne remonte pas pendant la journée, mais au moins je pars à zéro plutôt que de partir à -1000. J'adore ce que j'entends. Claude, c'est vraiment intéressant l'histoire du Collège La Salle, de LCI avec l'évolution. Si on veut en apprendre plus, meilleur endroit pour vous rejoindre? Je dirais lceducation.com, mais surtout nos réseaux sociaux. Là, si tes auditeurs veulent soit me suivre sur LinkedIn ou suivre LC Éducation sur LinkedIn, présentement, c'est notre canal privilégié pour les relations avec les entrepreneurs puis le monde des affaires. Fantastique, on mettra des liens dans les notes de l'épisode. Claude Marchand, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Totalement exceptionnelle histoire, le 65 ans d'histoire du Collège La Salle et de LCI Éducation 2023. Merci beaucoup. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.